Ah non, on a encore défoncé le temps qui était consacré pour ce one-shot. N'aie crainte, mon enfant. Grâce au hors-jeu, tu peux croquer dans le vif et aller à l'essentiel du récit. Ah zut de zut, mes joueurs ont tourné un peu en rond. Il y a des scènes qui ont du mou dans le genou. Aucun souci, mon enfant. Ouvre grand tes oreilles. Le hors-jeu peut tout résoudre. Ah, c'est pas possible, nos parties manquent de rythme. Il y a des scènes qui sont terriblement longues. Longues comme tes dents, mère grand. Mais non, elles ne sont pas longues du tout, je sais pas de quoi tu parles, T'as pas fini de me lécher comme ça le visage, grand-mère? On est en forme. Dans ce podcast, aujourd'hui, nous verrons comment donner du rythme à une partie, comment arriver à faire un one-shot dans le temps qui nous est consacré, éviter le gras, comme le dit si bien Zoran de la chaîne des coups cryptiques, ou d'éviter les scènes qui ont du mou dans le genou. Tu sais, quand les joueurs ne savent pas trop où ils vont, ça tourne un peu en rond, c'est mollasson, un peu comme les couilles pendantes de grand-papy qui s'échappe de son speedo. En somme, aller à l'essentiel et de mettre la caméra narrative aux moments qui sont importants, les moments importants pour le récit. Mais pas seulement pour le récit, pour les joueurs, les joueuses et les meneurs-meneuses. Qu'est-ce que vous aimez voir? Qu'est-ce que vous aimez vous raconter? Et tout ça avec des outils en hors-jeu, en HRP. Prépare-toi, c'est parti, nous plongeons dans l'ADN du JDR. Imagitatrice, imagitateur, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric avec vous pour les imagitateurs du JDR pour entamer ce deuxième podcast sur cette petite série qui a pour sujet le HRP, le hors-jeu. Oui, 3 épisodes parce que tout au cours des années où j'ai fait des expérimentations JDR à explorer des approches, et crois-moi, des tests j'en fais, si t'as écouté la dernière capsule que j'ai fait, SOS JDR, eh bien c'est pas compliqué, à chaque session de jeu que je fais, il y a toujours une expérimentation à l'intérieur. Je suis un peu dingo, là. Et ce que j'ai pu constater, c'est que ça a toujours été les outils en hors-jeu, en HRP, qui se sont révélés les plus puissants, les plus versatiles et les plus efficaces. Parce qu'on attaque les problématiques de front. Tandis que si on adopte l'approche de rester en full roleplay, on reste dans nos personnages et on évite le hors-jeu, on peut facilement le constater quand on écoute ces conseils qui adoptent cette philosophie-là. C'est souvent des conseils très compliqués, alambiqués. Parce que oui, mener une partie en tentant à tout prix d'éviter le hors-jeu, c'est beaucoup plus complexe. Et beaucoup plus complexe pour rien, si tu vas voir mon avis. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que cette complexification autour du rôle de MJ, ça fait en sorte que ça devient aussi laborieux que d'apprendre un métier, là. Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Non. Dévoue-toi et sois meneur ou meneuse pour les gens. On a besoin de ton sacrifice et de ton dévouement. Engage-toi. Non, sérieusement, devenir meneur ou meneuse, ça devrait pas passer par le parcours du combattant, là. C'est-à-dire être compliqué et souffrant, là. J'étais perdu, il se met à crier. Je vais rentrer chez moi, ils arrêtaient plus de crier. Je vais rentrer chez moi. Rambo, calme-toi. Tu es seulement en train d'animer une partie de jeu de rôle. Merde, c'est pas le Vietnam. Essuie-toi un peu, là, tu saignes du nez. Non, l'autre narine. Oui, certes, le rôle de MJ demande un peu plus de travail. On en convient, toi et moi. Mais ça ne devrait pas passer par 2 ou 3 semaines de travail d'arrache-pied pour préparer une partie et d'arriver à une table et d'être stressé pour donner une performance et de bien maîtriser les 52 techniques du MJ parfait, en restant le plus possible dans le roleplay.
Ah, tu me connais, j'aime bien déconner un peu, mais quand même, ce n'est pas normal que je connaisse des joueurs et des joueuses qui ont peur de se lancer dans la maîtrise d'une partie. Ils ont peur, une peur. C'est un jeu entre amis. À un moment donné, il va falloir se poser des questions sur notre hobby là, et l'accessibilité aux sièges de meneurs et meneuses. Là. En somme, rendre la chose beaucoup moins compliquée que ce ne l'est en ce moment. Là. Donc, faire des parties en tentant d'éviter le plus possible hors-jeu, le HRP, c'est louable, c'est une option. Mais il faut être bien conscient que tout est plus compliqué avec cette approche-là. Leçon numéro 31. Comment faire comprendre à un joueur qu'il fait chier tous les autres membres autour de la table tout en restant dans le roleplay. Hey, vive le hors-jeu, là. Je caricature, tu comprends bien, mais tu comprends où ce que je veux en venir, là. Lorsque les joueurs et les joueuses se parlent directement, et là j'inclus également les MJ, ce sont des joueurs et des joueuses, tout est plus clair et facile. Il n'y a même pas photo, là. Rémi, est-ce que je peux te parler franchement? Est-ce que tu es atteint d'un trouble oppositionnel avec provocation? Parce que là, présentement, tu mets tout le monde mal à l'aise autour de la table. Je sais pas s'il y a un problème en ce moment, mais il faut en parler ou faut aller le régler, là. Mais là, ça marche pas, là. Regarde Benoît, là, il est en train de vomir. Donc, on s'entend, tout ce qui se fait en hors-jeu est beaucoup plus simple, direct et efficace. Et il en est de même pour les outils en hors-jeu. Si tu lui laisses un peu de place et si tu utilises l'intelligence collective, c'est-à-dire de collaborer avec tous les gens autour de ta table, tu vas constater que tu peux être d'une efficacité mais redoutable. Donc moins de casse-tête, plus de fun et le chemin le plus direct pour arriver à tes fins. Moi, Tarzan, toi, Jane, vouloir faire des chiki-chiki wow wow. tu comprends l'image direct. Poli, consentant, mais direct. Ah, les années 60, ce n'était pas compliqué. Exagère pas, je les ai pas vécu les années 60, on se calme. Là. Et même après plus de 30 ans de jeu de rôle, des conseils, j'en reçois, j'en veux, j'en prends, et lorsqu'on m'en demande, j'en donne aussi. Mais les imagitateurs ont une certaine vision, donc ça, il faut en être conscient. Peut-être que ça fonctionnera pas du tout pour ta manière de jouer, peut-être que tu vas en prendre seulement la moitié, parce que oui, des manières de jouer, il y en a une multitude, mais avoir des outils supplémentaires dans son coffre de MJ, c'est toujours payant. Alors oui, je vais te partager mes outils, mais surtout te partager la façon dont moi je les utilise. Parce que oui, on va commencer avec la viande bien juteuse, la façon de rythmer ces parties grâce à 3 outils en hors-jeu. Ouais, viande bien juteuse. J'aurais pu choisir une autre image. Désolé pour les végétariens et véganes qui nous écoutent. J'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous parce que vous arriverez pas au bout. Ça, c'est un coup en bas de la ceinture, juste en dessous du ventre qui est complètement vide. Mais non, je blague. Et en vieillissant, je m'en viens de plus en plus végétarien. J'en suis maintenant à un repas de viande rouge par semaine. Et ça, pour moi, c'est un exploit parce que... On avait 3 boucheries dans notre famille lorsque j'étais enfant. J'ai vraiment commencé à boxer sur des quartiers de viande, sur des demi-carcasses. Exactement comme Rocky. Et c'est pas des blagues. Oh mais qu'est-ce que c'est que ce déballage de famille? Mais on en a rien à foutre. Allez, tape là-dessus, hein, engueulé, là. Frappe 500 fois d'affilée sans faire une seule pause, compris? Ah oui, intéressant. Ça explique bien des choses. Allez, crache le morceau, qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Bon, assez digressé, on est parti. Et on commence avec ces 3 outils, dont 2 que tu connais très bien, mais que j'utilise d'une manière bien particulière. Et la 3e est une approche que j'ai développée et que j'ai appelée « souffler sur les braises ». Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'approche de souffler sur les braises, l'ellipse collective et l'intermède. Comment, avec ces 3 outils, on peut faire de véritables petits miracles. Donc, je te partage mes trucs de vieux loup de mer, à toi de déterminer si ça convient avec ta façon de jouer pour mener ta barque. Ça t'appartient. Et si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, voici ce qui va se passer. J'appelle 2 experts complètement défoncés au crack qui vont travailler au corps à corps non rageux, avec une paire de pinces, un chalumeau et un fer à souder. Est-ce que vous m'avez entendu, espèce de porc? Je suis très loin d'en avoir fini avec vous. Je vais vous la jouer à la flamme, bien moyenâgeuse. Classique, des classiques. Oh, Marcellus, je t'aime.
Ben non, inquiète-toi pas, j'utiliserai pas le fer à souder. Mais le chalumeau et la paire de pinces. Ouais, ben ça, c'est mon expérience dans la boucherie, hein. Donc, pour présenter ces 3 outils qui vont mettre du rythme dans ta session, et c'est très efficace, hein? Dans la dernière capsule que j'ai fait, SOS JDR, je donnais un exemple d'une partie, on avait seulement 45 minutes pour se faire un one-shot, on devait finir à 22h, et on a fini à 22h tapant. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Une intro, un développement et une conclusion, et tout ça en improvisation. Et ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre, loin de là. Il y a tellement de bons MJ et pas mal meilleurs que moi, là. C'est parce que j'utilise judicieusement des outils. Et pour les présenter, on va y aller avec une partie bien concrète que j'ai jouée, qui va servir comme exemple. C'était une espèce de mini-série qu'on s'est fait en 2 rencontres d'environ 3h30, donc un total de 7 heures. C'était en IRL, en présentiel, autour d'une table. Et j'avais 3 joueurs devant moi qui interprétaient des braqueurs de banque. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le récit, on va voir ces outils-là. Et peut-être même que la première utilisation d'un outil ne sera pas pareille à la deuxième utilisation. Donc, il faut écouter toute l'histoire du braquage pour bien comprendre la portée de l'efficacité de ces 3 outils. Je ne sais pas si je me suis expliqué clairement, là, mais dans ma tête, c'est clair. Eh oh! Ici le cerveau d'Eric. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ce corps? Parce que je me fais chier un peu, moi. Au niveau de la tête, il se passe absolument rien. Je pourrais bien m'occuper en refaisant un peu la déco, mais... Ouf! C'est vide ici. Est-ce qu'il est lourd, mon cerveau? Bon, revenons à notre braquage. Notre histoire se déroule aux États-Unis. Je place mes 3 braqueurs de banque dans une voiture, une vieille Buick de couleur marron. Marron, ça reste que c'est une couleur totalement merdique, hein? Ouais, c'est pas très gentil pour les gens qui ont les yeux marrons tels que moi, hein? La délicatesse, c'est pas trop ta force, toi. Regardez qui parle. Monsieur Délicatesse en personne. Il se dirige vers une petite ville. Une ville qui survit grâce à une exploitation minière. Et le jeudi, jour de paye, la banque de l'endroit, la seule et unique, est pleine à craquer de beaux billets verts. Donc, j'ai 3 joueurs braqueurs avec un seul PNJ dans l'équipe, le chauffeur, Samy. Sur une route presque déserte, la voiture roule vers son objectif, cette ville et cette banque. Souvent, en tant qu'MJ qui aime voir du roleplay fait par ses joueurs et ses joueuses, j'aurais eu tendance à décrire cette scène et leur dire « Ben, vous êtes dans cette voiture, ben dites-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'on voit ?» Mais avec cette façon de procéder, les risques qu'il y ait du gras, qu'il y ait du mou dans le genou sont très élevés là, si tu as des gens qui sont pas très férus d'improvisation. Là. Et même s'ils le sont, c'est la première scène, c'est un peu comme des boxeurs qui s'étudient, qui tournent un peu en rond dans un ring. Ils vont se chercher une prise pour s'approprier l'histoire, pour s'ancrer dans le récit. C'est un peu comme des boxeurs qui s'étudient, qui tournent un peu en rond dans un ring. Ils vont se chercher une prise pour s'approprier l'histoire, pour s'ancrer dans le récit. Un peu comme quelqu'un qui fait de l'escalade et qui cherche une grippe pour se coller à la paroi. Le joueur, lui, veut se coller au récit. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé d'utiliser cet outil que j'ai appelé « souffler sur les braises » qui se passe juste avant de débuter une scène. Ah, c'est bien beau, Eric, mais qu'est-ce que c'est que souffler sur les braises? Tu peux nous expliquer? Eh bien, c'est une approche qui m'est venue de l'improvisation, de la pure improvisation. Parce qu'on se racontera pas d'histoire. Le JDR utilise l'improvisation, on en fait, mais on n'est pas en improvisation totale. Le maître de jeu qui a préparé sa partie d'enquête, exemple en amont, sait qui est le coupable, sait où sont les indices, à quel endroit il se trouve, il connaît l'histoire. Il n'y a rien d'improvisé là-dedans. Là. La chose qu'il va improviser, c'est l'arrivée des joueurs et des joueuses dans son histoire. D'improviser lors des phases en roleplay et d'improviser face aux décisions des personnages.
Mais on est encore très loin de la pure improvisation, et même chose pour les joueurs. On n'improvise pas à partir du vide. Dans ce genre de partie, t'as une fiche, t'as réfléchi un peu à ton personnage, t'as un nom, des qualités, des défauts. Et ces personnages ont des compétences, donc on a un socle pour construire notre improvisation. On est quand même relativement assez loin de ce que j'appelle la pure improvisation que l'on retrouve où? Ben, dans les ligues d'improvisation. Et nous, les Québécois, l'improvisation, on connaît bien, parce que les ligues d'improvisation, c'est un concept québécois né dans les années 70, merci à M. Gravel et le Duc. Ce qui a fait en sorte que les gens de ma génération et bien d'autres ont été biberonnés à l'école avec les ligues d'improvisation. C'est incroyable. Si t'as pas fait d'improvisation au Québec lorsque t'étais jeune, c'est parce que t'as été martyrisé et on t'a enfermé dans un casier. Là. Il y a quelque chose, là. Laissez-moi sortir, je veux faire de l'improvisation! Laissez-moi vivre mon enfance! Et si tu ne connais pas beaucoup les ligues d'improvisation, la façon que ça se passe, il y a une scène, il y a un arbitre et il y a un carton d'improvisation. T'as deux équipes devant lui, il sort un carton et il le lit. Et ça peut ressembler à ceci. Improvisation mixte, 2 joueurs par équipe, ayant pour titre Le Dernier Vol. Catégorie dramatique, durée 4 minutes. Et là, les joueurs et les joueuses de chaque équipe ont seulement 30 secondes pour déterminer qui va aller sur la scène, qui seront les 2 joueurs qui vont représenter leur équipe, et de trouver quelques petites idées pour l'improvisation. 30 secondes, c'est court. Même pour un éjaculateur précoce, c'est court. Ah, chérie, ça a été court, mais dis-toi que je vais pouvoir recommencer d'environ 10 minutes. À coup de 30 secondes. C'est bien, non? Chérie, où tu t'en vas? Je suis prêt! Allez, soldats, debout! Et là, les joueurs se lancent dans le vide. Dans le vide? Non, pas totalement. Eux aussi ont quelque chose pour construire. C'est le titre. Alors même qu'on est dans l'improvisation totale avec les ligues d'impro, il y a tout de même le titre. Et le titre fait toute la différence. Il donne une énergie à la scène qui va venir. Il donne une direction. Il pointe du doigt. Il souffle sur les braises. Le titre de l'exemple que je t'ai donné, c'est Le Dernier Vol. On peut être certain qu'il y a peu de chances qu'on se retrouve sur un court de tennis, dans un sous-marin ou sur un bateau de croisière. Il y a plus à parier qu'on se retrouve soit à l'aéroport, sur la Lune si on parle de vol spatial, ou, je sais pas, dans un avion, tout simplement. Ou plus judicieusement, étant donné l'exemple de partie que j'ai choisi, dans une banque, pour un dernier vol. Et le mot « dernier » dans « dernier vol » appelle aussi le drame. Ce titre fait toute la différence et on le voit bien parce qu'il y a une catégorie dans les ligues d'improvisation qui s'appelle « improvisation libre ». Et là, à ce moment, il n'y a pas de titre. L'improvisation peut partir dans toutes les directions. Inimaginable. Et bien qu'il peut y avoir de formidables improvisations qui se font dans cette catégorie, sans titre, les débuts sont toujours un peu laborieux, comme les scènes de JDR qui ont du mou. Parce que les joueurs et les joueuses n'ont rien à quoi s'agripper. On peut être sur un vaisseau spatial, à la naissance du Christ, dans une salle d'accouchement, on peut être partout. Le titre fait vraiment une sacrée différence au niveau de l'énergie d'une scène et lorsque tu as compris ça en tant que rôliste, t'as un déclic. Tu tiens quelque chose. Et à partir de cette idée, j'ai développé un peu plus l'approche, qui s'éloigne du fait de simplement donner un titre à une scène. Tu vas voir. Les applications sont très variées, là. Mais je veux bien te faire comprendre l'importance et l'impact que ça peut avoir de simplement donner un titre à une scène. Et ça, je le faisais depuis longtemps, mais j'avais pas pris conscience à quel point ça venait influencer comment ça pouvait donner un souffle à une scène. Je me souviens d'une partie où les joueurs incarnaient des bûcherons au milieu du 19e siècle. Donc, on utilise des haches, des scies et des chevaux pour sortir le bois des forêts. Là, ça travaillait à la dure. Et c'était la 3e scène que j'avais intitulée « Bisbille pour une paire de bas de laine ». Et je te le jure, là, les joueurs ont comme abordé cette scène avec une certaine légèreté due au titre. Et la scène suivante s'intitulait «
une rencontre étrange en forêt. Et tu ne le croiras pas, ce sont les joueurs qui m'ont mis la table pour quelque chose de plus sombre. Alors que je leur annonçais qu'il allait dans un tel secteur de la forêt, il y a un joueur qui dit « Merde, on va tout au bord de la rivière moisie. Je déteste cet endroit. Vous n'avez pas remarqué? La moitié des arbres sont morts. Ça me fout les jetons d'aller dans ce secteur. » C'est incroyable, ils ont comme pris les devants. Ça leur a donné un souffle pour aller vers le côté plus sombre, alors que la scène d'avant, c'était d'une légèreté, là. C'était du brasse camarade pour une paire de bas de laine qui avait disparu, là. Ils ont amené le côté sombre alors que moi, j'avais encore rien construit dans la scène. J'ai seulement donné un titre. C'est fort, là. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce titre? J'ai soufflé sur les braises. Comme dans les ligues d'impro qui sont en pure improvisation. Et si eux le font, pourquoi pas nous? À ce que je sache, on n'est pas plus con qu'eux, là. Et on peut aller beaucoup plus loin que donner un titre avant une scène. Et tu te demanderas aux gens qui jouent avec moi dans un one-shot, aussitôt que j'arrive à la scène finale, je le dis que c'est la scène finale. Jamais mes scènes finales ont un titre, mais j'annonce que c'est la scène finale. Et ça fait toute la différence, ça aussi. Et oui, la psychologie, c'est pas juste bon dans les livres, faut l'amener aussi dans le JDR. Je vais te donner un exemple, assez farfelu, là. OK, le personnage de, je crois que c'est Booba dans Forrest Gump, lui qui adore les crevettes, OK? À supposer que Booba mange 500 crevettes par semaine. Et alors qu'il est en train d'approcher une crevette de sa bouche, tu manges avec lui, tu lui annonces « Booba, ceci est ta crevette finale. Non! La dernière que tu mangeras de ta vie. » Tu peux être certain que cette crevette-là, la dernière qu'il va manger à vie, il la mangera pas de la même façon qu'il a mangé les 500 000 autres avant, là. Il y a des bonnes chances qu'il la savoure, qu'il la laisse même fondre dans sa bouche, là. Quand tu annonces à tes joueurs que c'est la scène finale, si jamais ils ont ouvert des arcs narratifs, je sais pas moi, exemple, il y en a un qui a un frère, un PNJ, avec qui il y a eu de la tension, il y a une querelle, avec qui il y a des choses à résoudre, ben, en sachant que c'est la scène finale, ben, il sait que s'il veut résoudre cet arc narratif, mais ça se passe là. Les joueurs et les joueuses donnent tout ce qu'ils ont. C'est la finale. Essaie-le. Si t'as pas l'habitude de le faire, essaie-le. Tu vas voir la différence. Donc, à partir de ce déclic de titrer des scènes, je suis allé plus loin encore. Revenons à nos 4 braqueurs de banque, si on inclut le PNJ, Samy, qui conduit. Et autrefois, j'aurais été du style à tout simplement dire « On vous voit dans cette voiture, vous allez vers la ville. Dites-moi, qu'est-ce que l'on voit? » Autrement dit, de me fier uniquement sur la qualité des joueurs et des joueuses. Me fier à eux pour faire quelque chose à partir de rien. Et ça, ben, c'est courir un très 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 grand risque de gras et de mou dans le genou. Et attention, là j'en connais qui vont me dire « Éric, pour pas qu'il y ait de mou dans la scène, pour que ça roule rondement, t'as juste à leur mettre un obstacle, provoquer une action comme une crevaison. » Non, c'est pas parce que je leur mets un cric dans les mains et un pneu de rechange que nécessairement ça va bien se passer pour la scène et les joueurs, là. Et à un moment donné, on va se faire une vidéo là-dessus, là, les MJ qui matraquent leurs joueurs et leurs joueuses d'action pour essentiellement les positionner en réaction. Eh bien ça, c'est pas un style de maîtrise, là. C'est un style de film. C'est un thriller non-stop. Tu peux pas toujours fonctionner ainsi, là. Je veux bien croire que j'aime la pizza, mais tu m'en feras pas manger matin, midi et soir et à tous les jours. Une fois de temps en temps, un thriller non-stop, c'est très bien, mais une fois de temps en temps, là. Mais parfois, il se peut que certains MJ abusent un peu de la formule pour garder un certain contrôle. Tuile après tuile sur la tête, les joueurs et les joueuses progressent. Très sagement, comme le MJ le désire. Ouais, je t'annonce que t'apprendras pas un vieux singe comme moi à faire la grimace, mec. On les connaît, les trucs, là. Et ça fonctionne, mais tu peux pas user toujours de ce stratagème à chaque partie, là. Et comme maintenant, j'aime avoir une certaine liberté d'action lorsque je suis joueur, lorsque je me retrouve dans le fauteuil du MJ, je veux aussi donner cette liberté d'action aux gens qui sont devant moi. Alors, ce que j'ai fait, avant de placer la caméra dans cette voiture, avant de commencer l'aventure, j'ai soufflé sur les braises. Je n'ai pas donné un titre, j'ai seulement fait une suggestion. Je n'ai rien imposé, j'ai tout simplement soufflé. Je leur ai dit, messieurs, avant de commencer, ça serait peut-être bien dans cette voiture de voir un point qui vous unit, qui vous rassemble.
Ça fait 5 ans que vous faites des vols de banque ensemble. Et peut-être aussi un point de divergence. Oh my God, je te le dis, j'ai eu le droit à une scène digne du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Oh! Magique. T'as 4 cambrioleurs de banque dans une vieille Buick brune et dans la valise arrière, t'as des AR-15, des fusils d'assaut de calibre 5,56 autant, et le personnage qui fait Mike, qui est un peu le chef du groupe, qui est assis du côté passager, commence. Putain, j'en ai marre. Mon plus vieux s'est encore battu à l'école. Il a fallu que j'aille le ramasser au bureau du proviseur. Merde, même adulte, ça me fout les jetons d'entrer dans le bureau du proviseur. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Le vieux Matelin nous battait à coups de règle. Et le joueur qui incarne Freddy, qui est assis sur la banquette arrière, lui, il enchérit. Arrête de râler, Mike. Au moins le tien sait se défendre. Mon garçon, lui, j'ai l'impression que c'est le sac de frappe de tout l'école. À chaque jour, il me ramène une blessure. Tu crois que mon gamin est une mauviette? Relax, Freddy. Ton petit Teddy n'a que 6 ans. Calme-toi un peu. T'as des braqueurs de banque équipés pour faire la Deuxième Guerre mondiale et là, ça part et ça commence à parler de leurs enfants et des problèmes qu'ils ont. Pouf! Écoute, c'était digne de John Travolta et de Samuel L. Jackson qui commencent à parler de massage là, avant de faire leur coup. Là. Et là, notre personnage de Freddy qui est assis derrière lance « Hey Mike, c'est toi qui devais t'occuper de la bouffe. Tu nous as préparé quelque chose? J'ai faim, moi. Le stress, ça me fout toujours le ventre à creux. » Ouais, c'est dans la petite glacière à vos pieds, là, entre vous deux. Et là, Freddy ouvre la glacière et il part. Pizza végé, sandwich végé, spaghetti végé. Putain, Mike, c'est pas parce que t'as décidé d'être malheureux dans la vie que tu dois nous faire chier, nous aussi! Ça doit être pour ça que j'ai pensé à végétarien tout à l'heure. Donc, ça part comme ça, moins d'une dizaine de minutes pour exposer les personnages, et ça, juste avant une scène d'action qui est le braquage. Et moi, je me suis tout de suite attaché à leurs personnages. Il y avait un côté très humain juste avant de rentrer dans l'action pure. Ils n'ont pas pris la direction que beaucoup de rôlistes auraient choisi, c'est-à-dire de tomber dans les stéréotypes des voleurs de banque, là, ou même de commencer à élaborer un plan. Non, ils m'ont apporté des personnages vraiment palpables, touchants. Ils se sont pas mis à tourner en rond comme des boxeurs qui s'étudient. Ils n'ont pas commencé à chercher des grippes pour reprendre l'histoire en main avec cette petite suggestion que j'ai faite en HRP, en hors-jeu. J'ai soufflé dans la voile. J'ai soufflé les braises. J'ai insufflé une énergie à la scène. Et tout ça, sans imposer quoi que ce soit, c'était une suggestion. L'idée que le point commun qui les rassemblait, c'était la famille, leurs enfants, et cette histoire de végétalisme, ben ça vient d'eux. Moi, j'ai seulement donné une énergie. Mais cette technique de souffler sur les braises, ça fait toujours mouche, parce que les joueurs et les joueuses, quand ils posent dans une scène, ben, ils cherchent quelque chose à s'agripper, quelque chose pour démarrer la conversation, pour démarrer le roleplay. Et dans ton rôle de MJ, selon moi, il y a aussi d'aider les joueurs à prendre l'histoire en main. Et d'autant plus que c'est pas une obligation. Je ne fais que souffler sur les braises. C'est simplement une suggestion. Soit ils vont travailler avec elle, soit ils vont s'en inspirer, ou soit ils vont l'ignorer. Mais je te le dis, là, à 9 fois sur 10, ça fait mouche. Ça les aide à ancrer leur personnage et à propulser l'histoire. Je te donne un autre exemple. À un moment donné, dans une partie, il y a un joueur qui m'avait marqué que sur sa fiche, il était badass. Mais cette badassitude, je ne l'avais pas vue jusqu'ici. Avant de commencer une scène, eh bien, mon petit souffle sur les braises, ça a été simplement de lui dire « Ouais, sur ta fiche, j'ai vu badass. Ce serait peut-être cool de voir ce petit côté de toi ressortir. » Juste ça. Tu veux faire un pari à savoir si on a vu son petit côté badass lors de cette scène? Il a suffi seulement de tendre un peu la perche et ça a mordu. Mais ça a mordu comme un requin, là. 1000 sabords, j'ai failli perdre le bras. Il nous faudrait un plus gros bateau. Oui, si on donne un titre dans les ligues d'improvisation qui fait toute une différence lors de celle-ci, eh bien nous, les rôlistes, on n'est pas plus imbéciles que les autres, là. La question, Eric, c'est savoir si tu t'inclus dans cette affirmation. J'ai seulement un mot pour toi. Boucherie. J'ai rien dit. Donc oui, c'est un formidable outil dans les ligues d'improvisation et oui, mes expérimentations dans ce sens m'ont confirmé que ça pouvait être un extraordinaire outil également en jeu de rôle. Allez les amis, soufflez sur les braises, alimentez le jeu et allez titiller vos joueurs et vos joueuses. Donc voilà pour ce premier outil que j'ai appelé Souffler sur les braises et qui est inspiré des ligues d'improvisation.
Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul à le faire. Je suis certain qu'il y a plein de MJ, de meneurs, de meneuses qui le font de manière inconsciente, ne sachant pas à quel point ça peut donner un souffle à une scène, à quel point ça peut empêcher de faire du surplace, empêcher les joueurs et les joueuses de trop tourner en rond, de jouer un peu de manière mollassonne au début parce qu'ils se cherchent un peu, cherchent à s'approprier la scène, à s'approprier l'espace, les lieux et le récit. C'est tout à fait normal qu'il y ait ces moments de flottement, mais comme tu peux le voir, on peut les éviter. On peut donner notre coup de pouce en tant que meneur, meneuse. Et même encore, souffler sur les braises peut provenir d'un autre joueur, d'une autre joueuse, qui amène sa suggestion juste avant de débuter la scène. Why not, Coconut? Le deuxième outil maintenant que j'utilise, tu le connais très bien. Mais encore une fois, c'est un outil qui est sous-exploité. Oui, parfois, en voyant certaines scènes de jeux de rôle, on peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire de la jouer? De la vivre. Il y a des scènes qui sont ce qu'on appelle des clichés ou des scènes convenues, très convenues, trop convenues parfois. Des scènes qu'on a vues un millier de fois ou des scènes qui sont totalement prévisibles. À part avoir été saupoudrées de 3-4 blagues qui nous ont fait bien rire, on s'attendait à cette scène. Si bien que la question, était-elle nécessaire, cette scène? Elle est louable. Et parfois, ça ne concerne pas une scène tout entière, mais seulement une partie. Exemple, une scène qu'on étire un peu trop dans le temps ou au contraire, une introduction beaucoup trop longue pour nous amener à un seul point qui était intéressant. Exemple, pourquoi vivre tous les funérailles avec l'arrivée des gens, les poignées de main, les condoléances, lorsque le seul point d'intérêt, la seule vraie surprise que nous réserve le MJ, c'est lorsqu'on lancera la première pelletée de terre sur le cercueil. Pourquoi se bouffer les 40 minutes qui précèdent? On pourrait seulement en faire 10, non? Tu l'auras compris, on parle ici de l'ellipse, c'est-à-dire de sauter les scènes qui ne sont pas nécessaires à raconter. Ou encore savoir où couper, c'est-à-dire de mettre une ellipse non pas sur une scène entière, mais sur une partie d'une scène, donc enlever ce qui n'est pas nécessaire à celle-ci. Et cet outil fait partie de la catégorie hors-jeu, surtout de la manière que moi, je l'utilise. J'avais déjà fait une capsule sur l'ellipse dans le passé, mais là, on va aller un peu plus loin. On va le voir avec les exemples que je vais t'amener. Des fois, c'est pas toujours facile de décider de faire une ellipse et également que l'ellipse est à géométrie variable. Tu peux faire le bond de la longueur que tu veux. Ça dépend de tes intérêts, mais surtout des intérêts des joueurs et des joueuses devant toi. Je vais t'amener un exemple concret. Mais plus encore, moi, j'invite les joueurs et les joueuses à appeler une ellipse. Et ça, c'est génial pour gagner du temps et faire avancer l'histoire. Votre groupe tout entier, vous savez ce que vous voulez vivre à votre table. Allez, on retourne dans notre petite ville américaine. On y va donc avec notre scène 2. Les portes vitrées de la banque s'ouvrent en grand et c'est parti. Une rafale de fusils d'assaut au plafond. Nos cambrioleurs ne sont pas des tueurs, mais c'est quand même assez violent. Et grâce au soufflage de braise que j'ai fait en scène 1, on a appris que ces braqueurs-là ont tous des enfants. Donc lorsqu'ils ont tiré au plafond, et il faut savoir qu'une arme à feu utilisée à l'intérieur, là, c'est mortel là, pour les tympans, je ne me suis pas gêné de braquer la caméra en gros plan sur le visage d'une fillette de 2 ans dans les bras de sa mère qui était horrifiée et qui pleurait à hurler. Et la femme de son autre main de tenir celle de son fils de 5 ans, tout aussi traumatisé. Donc oui, j'ai soufflé une énergie aux joueurs dans la scène 1 dans cette voiture et maintenant je prends cette chose qu'ils m'ont donnée et je l'utilise. Dans cette banque, ça a été plus long que prévu. Et là, je ne parle pas pour les joueurs, je ne parle pas du temps réel, mais du temps fictif. Le fait d'avoir traumatisé les gens à l'intérieur de la banque a fait en sorte que ça en a paralysé quelques-uns. Si bien que le braquage a duré plus longtemps que les personnages ne l'avaient anticipé. De ce fait, lorsqu'ils ont terminé et poussé à nouveau ces portes de verre, j'ai commencé à leur faire entendre la sirène de police qui approchait.
Et là, j'ai pris une décision. Est-ce que je voulais voir la course-poursuite? Et là, tu vas me dire, Eric, t'es fou! C'est un scénario de braquage de banque, il y a une course-poursuite, il faut la vivre! Il faut savoir que c'est une décision que j'ai prise en 3 secondes seulement, là. Je te décortique le mode de pensée, là, mais dans ma tête, ça a été très, très, très rapide, là. On va encore entendre mon cerveau qui fait de l'écho, je suppose? Allô, c'est le cerveau d'Eric. Je me suis fait un ami. Le vide. Très, très drôle. De un, le seul PNJ du groupe, c'était le chauffeur. Donc, le seul personnage amené à faire des jets de conduite de leur côté. Donc, c'était moins intéressant pour moi. Et bien sûr, tu pourras me dire, Eric, il peut y avoir des échanges de coups de feu, la lunette arrière qui vole en éclats, les joueurs qui répliquent. C'est quand même excitant. Oui, mais on avait 2 rencontres et moi, j'avais des idées de scénario. J'avais des horloges, des points déclencheurs et je savais qu'il y avait matière à une autre course-poursuite sans doute. Et là, cette fois-ci, sans Sammy, leur chauffeur PNJ. Donc, rapidement dans ma tête, j'ai fait le calcul. Le seul PNJ, c'est le chauffeur, de 1. De 2, il y a de fortes possibilités qu'il y ait une autre course-poursuite durant ces 2 rencontres. Et 3, on sort d'une scène d'action. Alors qu'ils ouvrent les portes de verre, alors qu'on entend ces sirènes, on a un fondu au noir. Un écran noir qui persiste, alors qu'on entend des crissements de pneus, des bruits de moteur poussés à fond. Et lentement, le son des sirènes qui s'éloigne, et on a un fondu en ouverture. Et graduellement commence à réapparaître le tableau de bord de leur voiture. Le ronronnement du moteur qui tourne au ralenti, alors que celle-ci est immobile dans une ruelle. Le visage de Sammy, le chauffeur, est recouvert de sueur. La course-poursuite est terminée. Ils ont semé, les policiers. Celle que je viens de te présenter, c'est moi qui l'ai amenée en tant que meneur, mais parce que j'avais des informations que les joueurs et les joueuses n'ont pas. Cependant, je voulais te l'exposer pour te démontrer que ce n'est pas toujours évident et c'est selon nos goûts à nous. Exemple, dans ces 2 parties, la dynamique que je recherchais, c'était une scène d'action, une scène posée. Une scène d'action, une scène posée dans la mesure du possible. Par contre, je vais te raconter une 2e ellipse qui a eu lieu dans cette aventure, et cette fois-ci, elle a été appelée par un joueur. Dans la 2e rencontre, les joueurs sont un peu dans la merde. Ils ont kidnappé quelqu'un, ils ont besoin d'avoir une information, à savoir un lieu de rendez-vous. La personne qu'ils ont kidnappée, là, c'est une petite frappe, là, mais il détient l'information, à savoir l'adresse du rendez-vous qu'ils ont besoin. C'est le personnage de Roberto, qu'on n'a pas vu jusqu'ici, qui va s'offrir pour interroger la dite personne. Alors qu'il s'approche de la porte, de la pièce où est enfermée la personne qu'ils ont séquestrée, menottée sur une chaise en fer, impossible de sortir de là, le joueur qui interprète Roberto me dit « Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir la scène de torture et même de tirer des jets? La personne est ligotée, on a 24 heures pour l'interroger, je suis le sadique du groupe. Après que je lui ai coupé 9 doigts et qu'il lui reste un pouce, il va finir par parler, non? » Ouais. Crois-moi, le joueur derrière Roberto ne voulait pas faire une ellipse parce que cette scène-là le rebutait. Il n'y a pas d'histoire de X-Cart, là. Pas du tout, là. Il a même commencé à me faire miroiter qu'est-ce qu'il ferait subir à cette personne-là. Donc, on n'était pas là. C'était seulement pour gagner du temps, pour aller à l'essentiel. Et le joueur avait raison. C'était une scène non essentielle au récit. Alors, j'ai demandé à Roberto, fais-moi une ellipse. Si t'es capable, fais-moi quelque chose qui a de la gueule. Et oui, il me fait quelque chose qui avait de la gueule. Je relève les manches de ma chemise blanche et j'ouvre la porte et la referme. La caméra reste un certain temps sur cette porte, 3 ou 4 secondes, et on entend des gémissements derrière. Lorsqu'elle s'ouvre, on comprend qu'elle a été fermée beaucoup plus longtemps. Mon front est ruisselant de sueur et ma chemise blanche est tachée de sang. Je regarde mes compagnons, un léger sourire sur les lèvres. J'ai l'adresse. Effectivement, Roberto, tu as l'adresse. C'est une chambre, du motel Clair de Lune, la 7. On a sauvé du temps à ne pas jouer cette scène et ça a été amené grâce aux joueurs. Il y a une chose aussi que je te conseille lorsque tu décides de sauter un moment. Lorsque je fais une ellipse, j'essaie de la faire ressentir. Oui, on n'a pas vécu le moment, mais on doit ressentir que ce moment-là, les joueurs l'ont vécu.
Donc, même si on n'a pas vécu la course-poursuite, j'ai voulu que les joueurs quand même ressentent les conséquences de celle-ci. Sammy, le chauffeur, le visage en sueur, s'est retourné. Merde, cette bagnole, elle est brûlée. Ça nous a pris des jours pour avoir les faux papiers et la trouver. Ça va nous casser les couilles et nous retarder pour le prochain casse. Donc, on ressent bien les effets de cette course-poursuite qui est due à quoi? Bien, le fait que ça a trop traîné dans la banque. Vous êtes vraiment gagnant à travailler l'ellipse et si vous n'êtes pas certain en tant que MJ à l'utiliser, mais faites participer vos joueurs, demandez-leur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir ça, les gars, les filles, ou on pourrait pas faire une ellipse là-dessus? Impliquez vos gens autour de la table, vous allez être gagnant. Là. Commencez. Au début, ils vont être timides. Au début, ils vont pas trop s'impliquer, mais ça s'apprend. Souvenez-vous de la première fois que vous avez baisé, hein? C'est assez clair. La première fois, c'était... Mais après, vous vous êtes amélioré. Grand papy, on a compris, là. Merci. On se calme. N'ayez pas peur de faire des tests à vos tables. Exemple de test que vous pouvez faire, vos joueurs s'en vont dans un bar pour tabasser des barbus en moto. Aussitôt qu'ils ont pris la décision, pourquoi ne pas faire une ellipse et commencer l'autre scène directement avec un coup de poing sur la gueule à un gros barbu, hein? Évitez la préparation, évitez la route, évitez l'arrivée sur le parking. Évitez le roulage de mécanique et de fanfaronnade avant le combat. De toute façon, c'est toujours le même joueur qui a une grande gueule. Je vous dis pas de toujours le faire, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Je vous rappelle que le sujet de ce podcast, c'est de donner du rythme à sa partie et d'être en mesure de jouer dans le temps qui nous est imparti. Donc, d'avoir un rythme qui est très proche du cinéma, on ne parle pas de le faire tout le long de la session, mais à des moments bien choisis d'une partie, mais ça peut faire toute la différence. Ce que je veux vous expliquer, c'est que l'ellipse est selon votre sensibilité et ce que vous voulez voir. Je vous donne un exemple. On est dans un med-fan et j'ai un joueur autour du feu dans la forêt en plein milieu de la nuit qui se lève d'un bond et qui crie « Eureka! J'ai la solution! Il nous manque seulement une dizaine d'hommes pour exécuter notre plan. Et si on demandait au baron de nous prêter sa garde personnelle, ça résoudrait le problème. Il faut retourner au manoir. » Les joueurs ont salué l'idée, donc tout le monde était d'accord. Fondu au noir, et on a un fondu d'ouverture sur un point qui toque à une porte. Et je te le laisse en mille, la porte, c'est celle du manoir, de notre baron en question. C'est une ellipse sauvage, brutale, mais qui va droit au but. Et surtout que le joueur, il y a un mot qu'il faut retenir, on retourne au manoir. Ce qui signifie qu'ils avaient déjà vécu le trajet. Donc pour moi, de retraverser la forêt, de traverser le champ et le pont qui enjambe la rivière, d'arriver devant les gardes qui protègent la ville et de traverser le quartier des commerçants pour enfin arriver au manoir, non merci. Mais, si j'avais jugé qu'il n'y avait pas eu assez de scènes sociales ou si j'avais un petit coup de pute à faire à mes joueurs et mes joueuses, j'aurais peut-être coupé l'ellipse autrement. La nouvelle scène aurait peut-être débuté aux portes de la ville, devant les gardes, pour avoir une petite joute sociale, jugeant qu'on n'en avait pas assez eu durant cette session. « Désolé, messieurs, on n'entre pas. La ville est fermée. » « Comment ça, la ville est fermée? » « On a découvert une 60aine de rats morts dans le quartier des commerçants. La ville est en quarantaine. Désolé, aucun passe-droit. » Tu vois, l'ellipse, tu peux lui faire n'importe quel saut, selon ton bon désir et ton bon vouloir, et selon ce que tu veux voir dans ton récit, et selon le temps qu'il te reste dans ta session, dans ton one-shot ou dans ta campagne. Et si tu fais participer tes joueurs et tes joueuses dans le processus, même au niveau de l'ellipse, c'est certain que tu vas être gagnant et que tes joueurs et tes joueuses vont sortir de table en disant « On a un bon MJ, ouais! » Écoutez, moi je vous ferais une ellipse aller jusqu'à la porte du manoir. Est-ce que ça vous va? Attends, Eric, si on faisait l'ellipse jusqu'à la porte ou les gardes, j'ai peut-être une idée. Un plan de rechange si ça ne fonctionne pas avec le baron. Tout le monde est d'accord? Parfait. Il faut vraiment s'amuser avec l'ellipse. C'est un bel outil là, pour rajouter du rythme et aller à l'essentiel. Et, mine de rien, on en est à notre troisième outil. Comme tu as pu le constater, moi, je travaille vraiment avec des scènes, comme au cinéma, comme au théâtre, ce qui permet de bien encadrer chaque moment qui sont importants et d'avoir une belle pause entre les scènes, qui peut servir à une multitude de choses. Dans mon jeune temps, on en profitait pour faire l'amour et des petites galipettes. OK, grand-papy, c'est correct, là. On se calme, là, je sais pas, moi, coucher, au pied, arrête.
Donc pour moi, de travailler son JDR scène par scène, c'est vraiment optimal. Mais ce qui est pour moi le plus important et l'outil génial, c'est la pause entre les scènes, ce qu'on appelle l'intermède. C'est pour moi tout un outil. Non seulement ça te permet de reprendre ton souffle entre deux scènes qui ont été intenses ou s'il y a eu beaucoup de roleplay, des émotions fortes de la part, ou ne serait-ce que si tu as des nouvelles avec toi, ben tu t'en vas prendre le pouls. Ça s'est bien passé? Ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu comprends pas? Et même avec tes joueurs réguliers, là, tout plane les gars, ça va bien les filles? Parce que des fois, joueuse, t'es dans la lune, tu as manqué une information importante, et on s'en aperçoit après dans ton jeu. T'es un peu en décalage horaire par rapport aux autres et à l'histoire. Eh bien, pendant cette petite pause, entre autres, on peut s'en servir pour faire une petite mise à jour. Et on n'a pas l'impression de ralentir la partie ou de briser le roleplay. On est dans une espèce de pause entre les scènes. Et là, je vais te montrer comment j'utilise l'intermède pour être très efficace au niveau du rythme et le choix des scènes. Les choses qui sont intéressantes à montrer durant cette partie. Et surtout, c'est là que j'évacue les choses qui sont moins intéressantes à voir. Et avec ça, on gagne en rapidité. Tu vas voir. Donc, lorsque je finis une scène, je ne saute pas immédiatement à la suivante. Oh non! On prend le temps de vivre l'intermède. De un, tu l'as vu, dans ces intermèdes-là, juste avant de commencer la scène, je peux souffler sur les braises, donc annoncer un titre pour la prochaine scène, je peux faire des suggestions, envoyer une phrase, n'importe quoi, mais surtout, j'expédie ce qui n'est pas important d'être joué en roleplay. Restons avec l'exemple de notre Medfan. Ils s'en vont voir le baron. Donc moi, je sais que la scène va se terminer soit avec une poignée de main avec le baron, comme quoi il est d'accord de leur prêter sa garde personnelle, ou soit ça va être un coup de pied au derrière. Schnell, c'est un refus. Donc la scène va se terminer avec ça. Si un joueur annonce « Écoute, moi j'aimerais acheter des flèches », s'il y a bien un moment que je trouve totalement inintéressant, non essentiel, c'est bien l'achat de flèches, là. Et tout autre article de même acabit, là. Je m'excuse à l'avance pour ceux qui ont une certaine fixette sur l'achat dans les JDR ou un fétichisme. Ceux qui vous émoustillent, ça vous regarde? Moi, dans mon temps, on allait dans l'arrière-boutique et on faisait des coutis. Ah ok, grand-papy, ça suffit. Retourne dans le placard à balai, là. Mais, le nombre de personnes que je connais qui, l'après-midi, sachant qu'ils ont une partie le soir, se disent « Ah, j'ai tellement hâte à ce soir, je vais acheter des flèches! » Je n'en connais pas beaucoup, là, mais t'as le droit d'aimer ça, là. Les 50 nuances d'achat de flèches. Mais t'as le droit, là. Donc, pour moi, les intermèdes sont super importants pour ça. Si quelqu'un me dit « Écoute, ça n'a pas fonctionné avec le baron, j'aimerais écrire une lettre à son frère. » Ou bien acheter des flèches, ouais. Mais on va faire ça en intermède. Ça va être expédié aussi rapidement qu'une transaction sur Internet. Fais ton jet de négociation si t'en as un. Voici le nombre de flèches. Bonsoir. Tu veux écrire une lettre? Quel est le contenu? Parfait, c'est expédié. Si la lettre fait mouche, à ce moment-là, on jouera quelque chose en roleplay, là. On mettra la caméra sur cet aspect-là. Sans ça, nada, là. Pour moi, pour ma sensibilité JDR, je ne veux pas voir du roleplay autour de l'achat de flèches, ni même sur l'écriture d'une lettre. Je prends une plume, elle est blanche, immaculée. Et lentement, d'une main sûre, je la trempe dans l'encrier, et se mettent à naître les lettres bien formées sur le parchemin. Quelqu'un, allez chercher mon putain de fusil, tabarnak, que je vais le tirer! Je vais le tirer! Bien sûr, tu auras compris que c'est chacun sa cam, et tu poses la caméra à l'endroit que tu veux. Et ce qui est formidable avec ces intermèdes, ça te permet de justement évacuer ce qui est moins intéressant, là. À tes yeux, à toi, à votre groupe entier autour de la table. Si vous voulez que votre quête principale, c'est d'acheter des flèches, mais faites-le! Mais ce n'est peut-être pas nécessaire de faire un actuel play sur la chose. Disons. Vous faites bien ce que vous voulez, hein? La confrérie de la flèche d'or, dont le but est de trouver la flèche d'or. Garantie, après les 88 épisodes, tu vas tout connaître sur les flèches d'or. Ah oui, j'en salive déjà. L'idée est lancée, qui va sauter dessus?
Aïe, j'ai mal. Donc oui, l'outil, l'intermède, permet d'évacuer des choses et ce, de manière extrêmement rapide. MJ, on quitte la ville et je crois que nos sacs de provisions ont extrêmement maigri. Et si on ne fait rien, ben c'est nous aussi qui allons maigrir. Vive les moments entre les scènes, les intermèdes, où on peut régler tout ça rapidement. Mais, tu me connais, il n'y a pas que cela que tu peux faire lors des intermèdes. Oh no! Les imagitateurs, on est beaucoup axés sur l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on invite les joueurs et les joueuses devant nous, lorsqu'on est meneur ou meneuse, à construire le récit avec nous. Et ça apporte tellement quelque chose de plus riche au niveau du récit et au niveau de l'implication des joueurs et des joueuses aussi autour de la table. Également au niveau de la motivation, là. Les joueurs et les joueuses sont conscients qu'ils participent à la construction du récit et pas seulement à jouer leur personnage. Je te donne un exemple. Et ça, je te le dis, là, je le fais de manière quasiment systématique. Avant de terminer une scène, je demande toujours aux joueurs ou aux joueuses s'ils veulent rajouter quelque chose à la scène. Et ça, là, c'est du hors-jeu, là, c'est du HRP. Là. À même le sol, alors que le corps de Billy est sur le dos, le capitaine serre les poings et une étrange émotion déforme son visage, alors qu'une larme, une unique larme, roule sur sa joue. Vous comprenez que vos soupçons étaient fondés. Le capitaine et Billy étaient bel et bien frères. Est-ce qu'on arrête la scène là, ou vous voulez rajouter quelque chose? Et je te dirais qu'à environ 40%, même des fois jusqu'à 50% du temps, les joueurs et les joueuses vont rajouter quelque chose, vont dire oui, j'ai quelque chose. Soit leur personnage va dire quelque chose, ou soit ils vont rajouter quelque chose à la scène, un élément. Et je te le dis, c'est très, très, très rarement inutile. C'est toujours un genre de un petit soupçon de sel sur la scène. On vient épicer le tout. Et les joueurs et les joueuses adorent parce qu'ils participent un peu plus au récit qu'avec un MJ tout-puissant qui décide que la scène se termine là et qu'elle va s'ouvrir ensuite à tel endroit, ce qui peut donner l'impression d'être trimballé, là, d'être utilisé. Et de même que je demande aux joueurs et aux joueuses s'ils veulent rajouter quelque chose avant de terminer une scène, lorsqu'on est entre deux scènes, je demande très souvent aux joueurs et aux joueuses « Avez-vous un endroit où vous voulez qu'on aille ?» Où est-ce qu'on reprend la prochaine scène? Qu'est-ce qui serait intéressant d'aller voir et d'avoir comme scène? Et après la course-poursuite qu'on a eue avec nos 3 braqueurs de banque, alors qu'ils étaient dans cette ruelle, c'est exactement ce que j'ai fait. Je demande aux joueurs, écoutez, avez-vous une idée de l'endroit où vous voulez reprendre l'action? On dépose la caméra de notre série de braquage à quel endroit? Ici, tu dois comprendre une chose. Moi, en tant que MJ, j'ai un lieu, j'ai pensé à quelque chose. Si les joueurs sont timides ou s'ils sont hésitants ou s'ils n'ont pas hésité, mais j'ai quand même quelque chose dans ma besace. Mais nous, on croit énormément à l'intelligence collective et ça a été payant ici. Parce que moi, la scène que j'avais imaginée, je l'avais imaginée il y a environ 1 semaine avant de jouer, là. Moi, je me suis dit, si jamais ils n'ont pas d'idée à me proposer pour la prochaine scène, ça serait peut-être intéressant de les voir dans leur plan séparer l'argent. Parce que souvent, il y a une dynamique de groupe lorsqu'on fait le braquage, mais lorsque le braquage est terminé, c'est peut-être pas le même leader, il y a peut-être une autre dynamique dans le groupe. Donc, c'était un truc à laquelle j'avais pensé environ 1 semaine avant la partie. Mais comme en jeu, il y a tellement de choses qui ont popé, et surtout cette histoire avec leurs enfants, avec laquelle ils me sont arrivés dans la voiture dans la première scène, et qu'ensuite, moi, j'ai appuyé en mettant la caméra sur les enfants traumatisés dans la banque, Fred, le joueur qui interprète Mike, qui est un peu le leader du groupe, a suggéré quelque chose. Et si la scène reprenait dans une arrière-cour d'un bungalow, ma maison? On est tous là, avec nos familles, autour de la piscine, en train de se faire un barbecue. Ça serait intéressant, Eric, de voir le clash. On a vu des enfants traumatisés à la banque, et là, lorsqu'on est en dehors du boulot, on a nos propres enfants. Oh! Génial. J'ai ouvert la scène avec un plan sur des visages d'enfants en train de rire aux éclats, de courir autour de la piscine, de s'éclabousser, de s'arroser avec des fusils à eau, en mimant presque les mêmes gestes de leurs parents, de leur père, lorsqu'ils font un vol de banque. Oh! C'était génial. Je te jure, cette partie-là, où j'avais 3 braqueurs, c'était digne d'un film, d'un bon Quentin Tarantino.
est en grande partie alimenté par mes joueurs. C'est comme un cercle vertueux. Ils m'ont amené cette dynamique avec leurs enfants. On a fait un rappel dans la banque et là, ensuite, on se trouve dans cette cour arrière. Ces enfants qui sont en train de mimer, de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Ce que les personnages ont vécu la veille, mais c'était trop bon, trop génial. Laisser les joueurs et les joueuses participer au récit et à sa construction, c'est payant, c'est très payant. Et en tant que MJ, le fait que ça a été construit en groupe, c'est encore plus valorisant, plus grisant. Si l'idée était venue de moi, ça veut dire que je l'ai trouvée environ 7 jours avant la partie, mais quand ça arrive durant la partie, c'est tel que tel. Mais comme l'idée, elle a popé, elle a émergé durant la partie, mais moi, je me suis extasié avec les joueurs. Oh merde, la putain d'idée! Génial! Réussir en équipe en jeu de rôle, là, c'est 100 fois plus grisant que de réussir tout seul en tant que MJ. Quand t'as vécu ça, le MJ tout-puissant, dirigiste qui a écrit tout le scénario à l'avance, là, t'en veux plus. Là. Tu veux revivre ce moment d'instantanéité, la naissance d'une bonne idée au milieu d'une table. En pleine partie, et non tout seul à écrire ton scénario. Allez, ouvre ton cœur. Et c'est une question d'habitude. Peut-être qu'au début, ça fonctionnera pas exactement, mais plus vous allez le faire, c'est comme n'importe quoi. C'est comme quand tu fais l'amour la première fois, ce n'est Hey, jamais... comment t'as fait pour sortir du placard, grand-papy? Ousse, allez! Vieille obsédé. Et ça, en matière de rythme, c'est génial de savoir à quel endroit on met la caméra à la scène suivante. Eh bien, ça nous a évité une scène inutile, à savoir voir leur planque et les voir partager l'argent. Là. L'idée que j'avais eue 7 jours avant de commencer la partie, elle était plus valable. Et tu vas le voir, supposons que tu as 2 joueurs, 3 joueurs qui amènent une idée où placer la caméra ensuite. Tu vas vite te rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de chicane, de querelle, à savoir que mon idée est meilleure que la tienne. Non, ça n'arrivera pas. On le sait tous. C'est comme consciemment... Lorsqu'un joueur amène une meilleure idée que nous, on saute dessus. Ah oui, c'est génial, on s'en va à cet endroit-là. On le sait qu'on va avoir plus de plaisir à exploiter cette idée-là. Donc l'esprit ici, c'est pas de savoir qui va avoir la meilleure idée, mais c'est de trouver la meilleure idée autour de la table pour pouvoir en profiter au maximum. C'est ça le plaisir. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est de travailler par scène, mais c'est surtout de travailler avec l'intermède qu'il y a entre chaque scène. De travailler cette période de HRP de hors-jeu. En plus, le fait d'avoir mis la scène dans l'arrière-cour lors d'un barbecue, ça a eu plus d'impact encore sur l'horloge que j'avais prévue. Effectivement, à cette fête autour de la piscine, Samy, le chauffeur, n'y était pas. Et à un moment donné, le téléphone sonne. C'est Roberto qui répond. « Hey, Samy, qu'est-ce que tu fous? On a pratiquement fini le barbecue. On est rendu au dessert. » Il y a une putain de fourgonnette banalisée devant chez moi. C'est les fédéraux, j'en suis sûr. On a été mouchardés. Et là, le bordel a pris et ça coupait court à la fête. Ce qui a eu beaucoup plus d'impact que si ça avait eu lieu là, dans leur planque. Parce qu'il a fallu composer avec tous les membres de leur famille. Ça l'a éveillé des soupçons. Bref, cette idée-là, elle a été géniale sur plus d'un plan. Donc, en résumé, mes 3 outils préférés en hors-jeu pour donner du rythme à une partie, pour éviter le gras, le genou mou, mettre la caméra sur l'essentiel et être capable de jouer dans les clous, dans le temps qui nous est consacré pour la partie, c'est de 1, l'intermède, dans laquelle je fais participer les joueurs au récit, que ce soit tout simplement pour prendre le pouls, s'ils veulent rajouter quelque chose à la scène avant qu'on la quitte, ou s'ils ont une idée pour la scène suivante, je prends tout. Je prends toutes les bonnes idées. Tu comprendras qu'une telle approche, je travaille beaucoup moins en amont mes scénarios. C'est pourquoi j'arrive à écrire des scénarios, des one-shots en 1, 2 ou 3 pages. J'écris des horloges, des événements qui vont arriver, qui vont venir bousculer l'histoire. Mais sans plus, je travaille avec les joueurs et les joueuses autour de la table. Le deuxième outil, c'est souffler sur les braises, qui se fait dans l'intermède, juste avant de commencer une scène, avec un titre ou une suggestion, ou simplement discuter avec les joueurs. Ah, Carole, tu dis que tu détestes Benoît, mais moi, je n'y crois pas. Et là, on commence la scène. Là, j'ai attisé quelque chose.
Je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Et en 3, l'ellipse. Il y a encore beaucoup trop de gens qui sont frileux à utiliser l'ellipse. Et si vous avez peur de le faire seul en tant que meneur, meneuse, eh bien, allez-y en concertation avec les gens autour de votre table, tout simplement. Ils vont vous le dire, eux, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils veulent vivre. Et si c'est d'acheter des flèches, ben vous achèterez des flèches! Nous sommes la communauté de la flèche d'or. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, on le verra pas, parce que je regarde l'heure, on a déjà défoncé amplement le temps, vraiment, décidément, j'ai trop une grande gueule. Si je peux vous donner un conseil, Monsieur Eric, vous auriez tout intérêt à utiliser l'ellipse, souffler sur les braises et l'intermède pour faire des capsules dans le temps qui vous est imparti. Ah, ta gueule. Donc, ce qu'on va faire, je vais retourner voir mon thérapeute parce que définitivement, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Écoute, il reste une troisième... J'avais dit que je faisais ça en 3 parties. Ah, Seigneur. Il reste une 3e partie. Donc, je voulais avoir 2 points par capsule, par podcast. Ben, écoute, la dernière, la 3e, il y aura 3 points. Nous verrons qu'il faut faire de la place au hors-jeu, au HRP, pour accueillir les nouveaux, les nouvelles, que ce soit dans le siège de joueur, joueuse ou celui de meneur, meneuse. Également, si tu invites et fais une belle part au hors-jeu autour de ta table, les chances de te rater lors d'une session sont grandement diminuées. Et moi, j'ai utilisé des tables aléatoires, j'en utilise plus parce que maintenant, j'utilise le hors-jeu. Et les gens qui sont devant moi à la table. Beaucoup plus précis et efficace pour ma manière d'aborder le jeu de rôle. Peut-être que pour toi aussi, ça conviendra. Mais là, maintenant, c'est à toi de me conseiller, de partager tes trucs. Quels sont tes outils préférés en hors-jeu, en HRP? Parce que oui, je peux partager des conseils aussi, mais je suis surtout preneur. Car j'aime tester des choses et des approches. Donc, n'hésite pas, toi, comment tu utilises le HRP, peut-être pour justement donner plus de rythme à tes parties ou pour toute autre chose. On veut savoir, on est curieux et le JDR, c'est le partage. Donc, n'hésite surtout pas. Et au moment où j'enregistre ce podcast, ça fait 48 heures qu'on a sorti la vidéo SOS JDR. Nouveau concept, s'il y a des sujets ou des aspects du jeu de rôle que tu veux voir traités par les membres des Imagitateurs, ou s'il y a un aspect du jeu de rôle qui te donne quelques difficultés, ben, écris-nous. Soit directement sur n'importe quelle vidéo YouTube, on lit tous les messages, ou tu peux cliquer sur le lien unique en description qui t'amène à tous nos réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, et si tu passes par le Facebook, tu peux nous écrire via Messenger en privé. N'hésite pas, on a déjà reçu 2 bouteilles à la mer SOS, donc on est là, et dis-toi que bien sûr ça va être teinté de notre vision, c'est-à-dire avec une ou un MJ au bout de la table, mais qui travaille grandement en collaboration avec les gens qui sont autour de lui. Well. Et tout ça sans prétention, on n'a pas une manière qui est meilleure, mais différente, tout simplement. Et c'est un concept qui va te permettre, toi, de choisir les sujets que tu veux voir abordés. Et ils seront traités par tous les membres des Imagitateurs, pas seulement par mes beaux yeux bruns, marrons. Avec une touche de vert, bien sûr. Très important, la petite touche là, ouais. Il est maintenant temps de se dire à une prochaine. Si tu aimes ce que font les Imagitateurs, ben tu nous envoies du pouce, tu nous envoies des commentaires, on les lit, on y répond. Et n'hésite pas à partager ce que l'on fait, que ce soit nos actuels plays, que ce soit les capsules ou que ce soit les discussions au pays de Jenny. On t'invite à le faire. D'ici là, brasse et imagite ton JDR. C'était Eric pour les Imagitateurs. Je cède l'antenne. Ciao. Vous pouvez vous relever du canapé, Eric. La séance est terminée. Ah, ça fait du bien. On se revoit la semaine prochaine, docteur? Oui, la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas quelque chose? Quoi? Votre grand papy, il est encore dans le placard. Ah merde, papy! Ah, je te raconte pas tout ce que j'ai fait dans ce placard alors que vous étiez en train de discuter, bande de couilles molles! Putain de génération qui ne fait que parler, blablabla. Dans mon temps, on bougeait, on faisait l'amour comme des vrais Tarzans!
Grand-papy, s'il te plaît, mets ton pantalon. S'il te plaît. Même pas foutu de finir ce qu'il a commencé. T'as même pas fini ton histoire de braquage, connard. Hey, dis-moi, t'as vu grand-mère? Je la cherche partout.